Richard. Alors, les gens qui sont dans la salle ne connaissent pas Richard. Présente-nous Richard, s'il te plaît. Richard, c'est une figure aussi du tourisme en France. D'accord. Il a commencé en 68, je crois. Je crois que tu étais animateur ou tu faisais des choses comme ça. Ensuite, tu as été représentant tunissaire. Il a été représentant tunissaire de 77 à 81 à Toulouse. C'est ça? J'ai ouvert la ligne Exactement. Tunis et la région Midi-Pyrénées. Il a été directeur de production et membre du directoire de Fram. D'accord. Il est directeur général de Direct Tour, directeur du développement du groupe NG Travel, directeur général de Travel Plan, filiale du groupe espagnol Globalia. Vice-président du SNAV, aujourd'hui syndicat national des agences de voyage. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose que je dirais dans ce balayage impressionnant de 50 ans, mon Dieu. Le temps passe vite. Un ami de la Tunisie. Excellent. Merci. Moi j'ai une question toute simple. Toi qui as développé la Tunisie comme personne, Fram a été le plus gros tour opérateur français, non seulement en nombre de packs packagés, parce qu'il y a une différence entre vendre 100 000 clients et un billet d'avion, et 100 000 clients, une semaine avec un hôtel packagé. On est d'accord. Donc Fram vendait que du package, donc a été le numéro 1 en France pendant très longtemps. En plus, Fram a investi en Tunisie, dans des hôtels, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de tour opérateurs, parce que c'est une histoire de famille, et depuis très longtemps, et moi quand j'étais petit, je jouais avec un des fils, le créateur de Fram, donc bon, ça c'est une autre histoire. Donc, Fram a toujours été le compagnon de Tunisair aussi. Depuis très longtemps, Fram a toujours voyagé avec Tunisair et a fait l'ensemble de ses vols avec Tunisair. Donc aujourd'hui, toi qui connais parfaitement la Tunisie, qui l'aime, qu'est-ce que l'on peut faire? C'est quoi la solution pour toi? C'est quoi l'avenir du tourisme en Tunisie si, dans la situation actuelle et dans l'état d'esprit que les gens ont et l'image que les gens ont de la Tunisie? Je reviendrai sur deux questions que tu as posées parce que c'est un préalable. J'ai entendu mon ami René parler du mass market, la voie dans laquelle s'est engagée la Tunisie autour des années 80, compte tenu du troisième plan quinquennal de construction d'hôtels, ainsi de suite. On a paupérisé le tourisme en Tunisie. Bien sûr, on jouait sur des différentes économies nord-sud et que c'était avantageux. Mais pour autant, aujourd'hui qu'on est en crise, et je parle du marché français, vous pouvez attribuer à environ 15 à 17%. Au passage aussi, je suis responsable national des statistiques des agences de voyage. C'est-à-dire, mensuellement, je mesure, j'ai créé avec mes confrères un instrument pour mesurer les ventes en agence de voyage. Donc on suit ça. Et je le dis parce qu'il faut le dire, même malgré la décrue, on va finir à peu près à 500 000 cette année au lieu de 1 million presque 5 en 2010. Mais le marché français a marqué sa fidélité à la destination, n'a pas déprogrammé, bien sûr il n'avait pas les mêmes motifs que les Britanniques et que les autres suiveurs, style belges et suédois, qui n'ont rien eu mais qui ont fait preuve de solidarité anglo-saxonne. On a résisté et au cumul, depuis janvier, le marché français n'a que 30% de baisse par rapport à l'année dernière, alors que la Tunisie affiche dans la même période 48% de baisse. Donc ça veut dire que le marché français, d'une certaine façon, est attaché à la Tunisie et il est attaché par un passé, il est attaché aussi surtout par une exemplarité. Il n'y a jamais eu, sur le plan du tourisme français, malgré quelques problématiques que nous avons connues, de gros accidents qui ont fait qu'on a remis en cause la relation entre les deux pays. Alors maintenant, je parlais de tourisme de masse. Alors c'est quelque chose qui se retourne contre nous, parce que au moins entre 15 et 17% de clients français qui ont été attirés au cours des 10 dernières années par des prix qui, bien entendu, techniquement, ce sont des modalités, attractivité, le net, ainsi de suite. On appelle ça le yield management et on fait.
bien entendu, ont été en Tunisie alors qu'ils avaient tout juste les moyens d'y aller, mais quand c'est à 3,99 en plein été, c'est difficile d'y résister. Mais pour autant, on note que depuis 2 ans en France, même à 399, les gens ne bougent pas parce qu'on a une partie de notre population qui n'a plus les moyens. Et ce n'est pas une question de bouder la destination, c'est que ces gens-là ne voyagent plus. Donc on a maintenant un peu derrière nous une période euphorique, plus ou moins naturelle. On a su créer un marché, une dynamique qui est en train de baisser. Sans proverbialiser l'avenir, je dirais les pauvres ne vont plus voyager, mais c'est presque ça. Hein, et pas uniquement en Tunisie, un peu partout. Si on y rajoute là-dessus les causes environnementales, les taxations, ainsi de suite, ils sont condamnés à rester en France, et peut-être en France, dans leur famille, et même pas dans un secteur marchand. Alors ça, c'est une première chose. Le mass market tunisien se retourne un peu contre la Tunisie, mais il faut surtout faire l'effort de l'enlever. Ne parlons pas de ça. Faisons venir des gens nombreux en Tunisie, et essayons de dégager des marges honorables pour qu'on puisse créer des emplois, les maintenir, et ensuite préparer le rebond de demain vers un nouveau tourisme. Et là, il va y avoir du temps. Deuxièmement, l'open sky. C'est trop facile, aujourd'hui, sur la baguette magique, pouf, je tape et tout change. Non, la Tunisie n'est pas prête, justement à cause du mass market. Et il y a 2 problématiques en Tunisie que je connais depuis longtemps. Un, protection. C'est un pays qui a fonctionné jusqu'à la Révolution protégé. Quand on était hôtelier en Tunisie, pour acheter un verre qui n'était pas fabriqué en Tunisie, il fallait passer par le guichet unique et avoir des autorisations pour importer le matériel. Donc on est arrivé à faire une espèce de parc hôtelier copier-coller, à l'exception de quelques exemples qui ont eu le courage ou des autorisations exceptionnelles pour avoir une norme architecturale différente de Cookie, et ainsi de suite. Donc il n'y avait pas quelque chose qui différait. Le service apportait un peu plus de temps en temps. La décoration intérieure des hôtels ou leur situation exceptionnelle. Mais on était sur un produit standardisé. Un produit standardisé, dans un monde qui bouge énormément, a des difficultés à s'imposer parce qu'il est dominé ensuite par la relation au prix. Si c'est le même partout, il n'y a que le prix qui compte. Et si on veut sauver le prix, il faut avoir le service. Or aujourd'hui, on est dans cette problématique. Donc l'open sky ne changera rien, parce que quand vous travaillez, c'est comme si vous êtes chez Renault et que vous ne pouvez pas sur une chaîne de montage mettre plusieurs modèles différents les uns à la suite des autres. On fait toujours le même, et c'est dans les économies d'échelle, la rationalisation du travail, que vous arrivez à faire un processus rentable. Donc l'hôtellerie tunisienne fonctionne en grande partie sur un module de 7 nuits. Si vous mettez l'open sky, c'est-à-dire arriver tous les jours, et sur Tunis ou sur les autres aéroports, et départ tous les jours, vous allez avoir bien entendu, pas actuellement, ça serait simplement de prendre les gens qui sont encore sur des opérations à risque pour aller sur ces opérations-là, donc c'est vider les vases communicants l'un par rapport à l'autre, ça ne va pas créer un marché, et pour autant ensuite ils vont se trouver en face d'un produit inadapté, parce qu'il n'y a pas la flexibilité, parce qu'on ne sait pas accueillir le client tous les jours dans un hôtel, le remplir tous les jours, avoir une réception qui fonctionne comme ça, un service d'étage, un pas que c'est pas. Alors maintenant je reviens. Je crois, je ne parle pas tunisien, mais je crois que dans votre hymne national, le poète Chabi a dit il faut prendre son destin en main. Ah ben, il est temps, c'est le moment. Pourquoi? Excusez-moi, je le dis avec un peu d'émotion, parce que je le vois sur beaucoup de pays. L'industrialisation du tourisme a fait que nous sommes dominés par des groupes internationaux, qui bien entendu ont le monde tout près, et qui ont un marketing tellement fort qu'ils ont encore la capacité d'amener les gens où ils veulent. Donc ça ne les gêne pas tellement un jour de tourner le dos et d'aller ailleurs et dire on amène les gens avec nous. Yallah, on s'en va, on reviendra un jour. On se met à genoux, non, restez. Non, on va pas, non, restez. Ah ben si on doit rester, donnez-nous de l'argent pour qu'on reste, ou le prix le plus bas, et on verra ce qu'on peut faire pour vous. Donc je pense qu'aujourd'hui, je ne devrais pas le dire parce que c'est contre les intérêts de ce que je représente. Je suis là en tant que syndicat national des agents de voyage, mais pour autant, si dans tous les pays, je traite le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, la Turquie, avec des situations contrastées, mais si dans les pays où il y a un risque potentiel politique, comme on le voit actuellement, d'amalgame au détriment de la fréquentation, il faut qu'il y ait 2 choses. Encourager les opérateurs de nationalité du pays à dynamiser leur travail dans les pays émetteurs, et deuxièmement, utiliser les 30 ans de travail professionnel à l'intérieur du pays.
n'y a plus d'amateurs, il y a quand même quelques bons professionnels, pour créer sur place des cellules de commercialisation, parce qu'aujourd'hui avec Internet, les choses ont changé, c'est à l'envers qu'on fait les choses. Pas besoin de tout avoir à un pays pour envoyer les gens, il suffit de se mettre dans le pays et de les recevoir, et avec ces communications, ça va un peu mieux. Donc, partant de là, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'institutionnels, dans ce moment difficile, dominé par, d'un côté, l'irrationalité. Irrationalité du public. Amalgame. Médiatisation. Trop ou pas assez d'informations. Et de notre côté, l'affect. Parce que, justement, le retournement, il est que on a passé, c'est César qui le dit tout à l'heure, on a passé tellement d'années en Tunisie, depuis qu'on est tout petit avec les parents, on a fait tellement de bons souvenirs, on a fait tellement de... que globalement, on a en soi un mouvement qui est bloquant. Et on ne revient pas facilement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Deux choses. D'abord, il faut se servir aujourd'hui dans la crise des leviers. Les leviers, quels sont-ils? Le premier levier que vous avez, on a parlé de politique. Vous savez, tirez un peu à boulet rouge sur les politiques chez vous, je ne vous donnerai pas tort. Mais pas comme... moi, je ne suis pas dans la politique. Je suis dans le scorie d'avant la Révolution. J'ai l'impression que l'administration n'a pas changé en Tunisie. Ça bouge toujours à la vitesse d'une limace. On dit quelque chose et 3 mois après, on ne sait pas si ça va se faire et 6 mois après non plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est temps, et là je m'adresse à des chefs d'entreprise, que l'initiative privée prenne en main la dynamique du marché. Que l'administration fait, comme on dit au Québec, la job, c'est-à-dire fasse le générique autour, s'intéresse aux hôtels ou aux routes, aux itinéraires, à la sécurisation, à son travail, c'est-à-dire au travail institutionnel, mais que ce soit aux infrastructures, mais que ce soit les entreprises qui font de la dynamique. Et surtout que ces entreprises ne se tournent pas toujours vers l'État en lui disant « S'il vous plaît, on est en difficulté, la main tendue, je veux un peu de subside, je veux un peu d'aide, je veux un peu... » Non, c'est fini. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir le faire tout seul. Et à la force du poignet. Et vite. Et ça, je pense que c'est possible. Parce que j'ai rencontré, je suis allé dans une mission au mois d'août, j'ai rencontré tout le monde, bien sûr, de vieux amis, des politiques. Et j'ai senti ce que vous disiez tout à l'heure. Le tourisme, ça commence à représenter quelque chose. Non pas chez les entrepreneurs, parce qu'ils sont scotchés par leurs investissements, mais dans le peuple tunisien. Parce que quand il n'y a pas de clients, au bout du bout, celui qui fait de la carotte à Sidi Bouali, il comprend que s'il ne la vend pas, c'est qu'il y a un problème un peu plus loin, à des centaines de kilomètres. Donc j'ai vu en quelques mois des gens qui avaient été manipulés intellectuellement pour que le tourisme soit une source de dépravation, de mauvaises choses, revenir en disant avant tout, c'est le travail, c'est l'argent, c'est les enfants, c'est l'éducation et la santé. Alors maintenant, si le gouvernement, c'est-à-dire les politiques, comprennent que le tourisme c'est aussi une priorité nationale au-delà des mots, c'est une chose, ça c'est la partie tunisienne. Mais vous qui êtes tunisien en France, pour la plupart avec la double nationalité, il y a aussi un gros travail de lobbying sur les politiques français. Ici, il devrait y avoir excusez-moi, je le dis, le président des amitiés franco-tunisiennes. Fenech, je l'ai croisé, on était ensemble en Égypte la semaine dernière. Pourquoi? Pas parce qu'il faut se parler. Il faut se parler à tous les échelons. Il faut mettre une pression formidable. Il faut qu'aujourd'hui, nos politiques en France, au-delà des arcanes présidentielles et des bureaux, se disent oui, il faut aller en Tunisie. Pourquoi? Parce que c'est un devoir politique d'aller en Tunisie. Aujourd'hui, dans un moment où la situation est précaire, amener une présence, amener l'entre-gens, amener un petit peu d'intérêt et après un peu de financement, c'est salutaire à la situation. Deuxièmement, un pool de lobbying important. Il y a 3000 entreprises françaises en Tunisie. 3000 entreprises françaises, 3000 ambassadeurs. Des gens qui peuvent témoigner quand même au jour le jour qu'ils sont en Tunisie, ils sont installés, ça se passe pas mal, on ne leur vole pas la voiture, on ne leur brûle pas. Juste une parenthèse, trois groupes qui devaient se faire en Tunisie, 3 sociétés françaises basées en Tunisie, le bureau français appelle le bureau tunisien, la secrétaire tunisienne ne venez pas, c'est trop dangereux. Et elle vit en Tunisie. Et elle vit en Tunisie. Ouais. Parce qu'elle n'a jamais connu ça. Ouais. Elle n'a jamais connu des manifestations. Ouais. Donc, alors, tu vois tu as raison. Alors tu as raison. Je Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? C'est ce que nous essayons de faire avec nos Mettre des secrétaires professionnels. françaises en Tunisie. La mixité,
Je veux dire qu'il y a beaucoup de retraités qui aimeraient aller vivre en Tunisie, hein, Oui. avec un pouvoir d'achat qui est multiplié par 5 d'un seul coup, avec une domesticité, ce serait formidable. Inspirez-vous de l'exemple du Portugal, ce serait quand même pas mal. Et un peu du Maroc, qui fait ça avec un succès. Exactement la même chose au Maroc. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il faudrait... Nous, ce que nous faisons aujourd'hui, nous essayons d'abord de rassurer. On a rencontré les pouvoirs publics après le Bardo, après Borel Kantaoui, on leur a dit la même chose. Il y a 3 prérequis pour nous professionnels vis-à-vis de nos professionnels. Les 3 prérequis d'un retour plus ou moins rapide, et je veux dire que là nous sommes ennuyés, pour ne pas dire autre chose, aujourd'hui, par rapport à ce qui vient de se passer en Égypte. Nous sommes pendus aux résultats de l'enquête de Sharm el-Sheikh, de l'incident de Sharm el-Sheikh. Il est évident que s'il s'avérait que ce soit un attentat, mes amis, je ne vous promets pas de lendemain facile. Il va falloir remonter sur les braquets et trouver la bonne vitesse pour emmener tout ça. Et ça, ce n'est pas uniquement la Tunisie, c'est le monde musulman. On ne peut pas empêcher les amalgames et c'est difficile de convaincre les gens dans une situation où l'irrationnel prend le pas sur le reste. Même sur les amitiés. Séculaire, bien sûr, bien sûr. Le 3e âge français qui réside depuis des années, tout l'hiver en Tunisie, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, qui connaissent le personnel des hôtels, qui vont manger chez eux, qui ramènent des valises pleines d'objets pour leurs enfants, tout ça. Ce sont les meilleurs ambassadeurs. Ils ont été pendant la guerre de Libye, alors que l'aéroport de Djerba c'était devenu un aéroport militaire. Ils ne se sont jamais affolés. Au téléphone, ils rassuraient leurs enfants qui leur téléphonaient de France parce qu'ils voyaient les informations en disant c'est dangereux. Ils disaient pas du tout. On est bien, on est toujours bien. Il y a Salah, il y a Machi, il y a Fatima. On est là, on est comme des rois. On est pareil, on est gâtés. Bon, il faut se servir. Richard, en gros, il faut rassurer le public français et il faut une communication basée sur la sécurité. Alors, les 3 prérequis, c'est insécurité, mais sécurité. Alors, comme tu le disais très justement, bien sûr, c'est un secteur sensible, le renseignement, on n'a pas besoin de tout savoir, mais pour autant, si on dit sécurité, il faut qu'il y ait sécurité. Il y a eu un problème un peu difficile, on dit sécurité, un 2e attentat arrive immédiatement après, et encore plus grave que le premier. Maintenant, je vous dis un truc tout à fait personnel. On dit sécurité, on met 10 000 supplétifs. On les voit, ils sont partout, ils sont en noir, avec des t-shirts un peu ouverts, presque à la plage, le flingot par terre, la cigarette, le portable, la mobilette. Pendant ce temps, vous allez au Maroc, Oui. et vous voyez le plan Vigipirate à la française appliqué stricto sensus. Patrouille de 3, tenue léopard, gilet pare-balles, en opération. Tic-tac, de 8h du matin ou 7h du matin à 23h. Il fait aussi chaud, c'est aussi contraignant, mais pour autant, l'attitude. Si on veut convaincre les gens, il faut démontrer. Dans les hôtels, bravo que le ministère ait pris à bras-le-corps en disant mettez les portiques, mettez la sécurité, et au bout de quelques semaines, ce qu'ils n'avaient pas fait, boum, ils ont pris. C'est peut-être une des premières fois que ça arrive aussi vite, mais bam, on a compris que maintenant c'était fini, il fallait plus rigoler. Le client, il a besoin de se sentir sécurisé. Pour autant, le risque zéro n'existe pas, mais il faut le faire. Deuxièmement, salubrité, mon Dieu. J'ai jamais vu la Tunisie aussi sale qu'en ce moment. Et quand je parle avec des gens de la fédération de Djerba, ils me disent « Oh Richard, si tu étais venu il y a 2 ans, c'est encore pire. » Je lui dis « Putain, mais qu'est-ce que c'était alors ?» Mais les accès à Sidi Mahrez, à la plage, on ne peut pas arriver, il y a tellement de bouteilles de plastique vides, les chevaux qui sont, excusez l'expression, dans une merde énorme. C'est honteux. Il y a quelques gars qui ont des restaurants sur place avec leur personnel qui ratissent, qui mettent le feu, qui essaient de faire. Pourquoi ? On ne fait pas. Bon, je sais, peut-être un peu du pays, les antinomies locales, un décide, l'autre il ne veut pas. Mais même les gens qui ont des belles maisons à plus d'1 million d'euros, ils n'ont pas foutu d'arranger devant leur porte où il y a un trou énorme avec de la boue, de la saloperie. Donc ça c'est un état d'esprit. Ça ne s'apprend pas immédiatement, mais j'ai proposé, nous Français, professionnels, de venir en Tunisie faire des voyages d'études pour voir les produits et consacrer une grosse demi-journée au nettoyage. Que nos jeunes, ici, viennent, participent, s'impliquent, on leur remettra un petit diplôme et ils diront on a un peu nettoyé l'île de Djerba, parce que je pense que Djerba c'est un territoire fermé, que c'est plus facile à faire qu'ailleurs. Mais il faut le faire. Et vous le savez, vous l'avez lu, vous l'avez vu, il y a 2 ans, il y a des touristes qui étaient tellement malheureux, des Italiens qui ont consacré une journée de leurs vacances à les nettoyer Djerba. Avec des camions, des tracteurs, des râteaux, des pelles, où on va. La Tunisie n'a jamais été comme ça. Et aujourd'hui, on sait l'impact que ça a sur les Européens, ce genre de choses. Et il ne faut pas donner le bâton pour se faire battre. Troisièmement, le service.
Hein? On est passé de la martingale gagnante des années 70-80, Six, Sex and Son, à sécurité, salubrité, service. Hein? Voilà. Donc c'est ceux-là qui sont importants aujourd'hui. Le service, bon, ça c'est de la responsabilité des hôteliers. Moi je dis, si on veut regarder plus devant que derrière, oui, il va y avoir de la casse dans l'hôtellerie. Mais cette catharsis a peut-être du bon. Les mauvais vont rester, ils étaient bien malades avant la crise, ils vont définitivement rester, les concours financiers ne vont pas leur être accordés, ça va s'arrêter. Les bons, il y en a plein. À preuve qu'il y a des hôtels aujourd'hui qui ont supéré la crise d'une certaine façon parce qu'ils ont un bon produit, un bon marketing, une bonne norme et que les clients reviennent très satisfaits. Là-dedans, tous ces hôtels qui vont fermer, s'ils ferment, s'ils sont transformés en hôpitaux, vous avez, pour les Tunisiens, vous avez une formidable opportunité. C'est faire du tourisme social tunisien. Parce que vos concitoyens ont été appelés comme des pompiers cet été. C'était vide, on a dit, s'il vous plaît, on leur a aménagé les tarifs, on leur a fait des... Ils sont venus. Attends, est-ce qu'on a aménagé les tarifs? Oui. 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 Pour les Algériens? Non, pour les Tunisiens. Pour les Tunisiens? Pour les Tunisiens. Ah, voilà. Même dans l'aérien, il y a une action... Sérieusement, pour les Tunisiens en Tunisie, des hôteliers ont fait de sérieux efforts. Premièrement, mais je le dis, c'est transparent, premièrement, ils ont pris les prix des tour opérateurs français, qui a une décote de 30 à 40% par rapport au prix affiché dans les hôtels, mettre à disposition. Et quand ils ont vu que ce n'était pas suffisant, ils en ont fait encore un peu plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces nouveaux clients qui sont arrivés, il y a eu quelques tensions. Question de, quand même d'expérience, de comportement, d'éducation. Ça n'a pas très bien marché de temps en temps par rapport à la clientèle internationale. Mais ça va s'arranger. Mais pour autant, s'il y a beaucoup de petits hôtels, moyens hôtels qui sont obligés de fermer, transformez-les en tourisme social. Là-dedans, l'État, prend une initiative, fait comme en France une structure pour faire des vacances pour les Tunisiens. Et je ne dis pas de les cantonner, pour les jeunes. Les campings, ça n'existe pas. Qu'on mette des campings. Donner le goût aux Tunisiens de venir et d'être dans ça se développe quand même. Mais tant mieux. Depuis tant mieux, mais je le vois. 4-5 ans, ça se développe. Je vois plus de campings sauvages que de campings organisés. Donc, c'est un prévu de ce... Richard, en gros, pour résumer. Et je termine par la troisième action. Je vais te laisser encore la parole. D'accord. Richard, je résume. Sécurité, produit, on est d'accord, et on englobe dedans le service et le para-hôtelier et nettoyer autour de soi, on est d'accord, le produit, d'accord. Mais avant tout, je mets le point dessus, c'est sécurité et donc communiquer. Faire, c'est bien, le savoir-faire, c'est mieux. Et j'adore ton mot quand tu dis « prenez votre destin en main », évidemment que c'est aux Tunisiens et aux politiques et aux hommes d'affaires de dire il faut prendre des sociétés extérieures pour une communication vers l'Europe qui va dire oui, nous avons une nouvelle brigade pour sécuriser les hôtels, oui, nous avons des portiques dans tout, et on met en avant la sécurité, même si on a peur que ça gêne au départ dans la tête des gens, à l'arrivée. Les gens retiendront ça au mois d'avril quand ils vont réserver leur voyage. Ils retiendront que le pays est sécurisé. J'ai eu un petit débat, une petite anecdote sympathique. J'ai été interviewé par Radio Jawara cet été en Tunisie. C'est le jeune journaliste qui m'interviewait en direct. Et on parle de sécurité. Il me dit non, il y a trop de police. Il y a trop de police. Je dis ok, jeune, toi, tu les as eus sur le dos peut-être pendant 20 ans. Et ils t'ont un peu matraqué quand tu étais jeune, à droite et à gauche. Mais sache que pour un touriste qui vient, visuellement, c'est bien. En Égypte, il y avait pratiquement un policier derrière chaque touriste à une époque, après les attentats de Luxor. Ça n'a pas gêné. Ça n'a pas gêné. Hein? Quand il y avait des contraintes de convoi, on était obligé de mettre toutes les voitures, les autocars pour faire 150 km et qu'on était obligé d'attendre 20 minutes, ça, qu'il y avait une voiture qui venait devant avec l'armée derrière avec une automitrailleuse, ça n'a jamais gêné. Les gens se disent, bon, on est protégé. Pour autant, ça n'enlève pas le risque. Mais au moins, on sait. Alors, les aéroports, c'est une catastrophe. À Tunis, c'est une catastrophe. Déjà, pour entrer dans l'aéroport, c'est un parcours du combattant. Il y a non, mais quand je dis, c'est la sécurité mal faite. Sécurité, on met un filtre. Il y a un filtre pour l'aéroport de Tunis. J'ai vu j'ai vu une queue de 1 km à l'extérieur de l'aéroport, en plein cagnard au mois d'août. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, tout ça. Où on est?
On se dit un pays moderne et on traite ça de façon moyenâgeuse ou médiévale. Des bagarres, bien sûr, des trucs. On arrive au filtre de police, la même chose. Bon, en province, ça va un peu mieux. C'est-à-dire Djerba, Monastir, ainsi de suite, c'est un peu mieux. Mais, encore une fois, ça commence par là aussi. Et avec la démonstration qu'on est effectif. Encore une fois, hein, vous ne me prenez pas, ce n'est pas des critiques. Merci, merci Richard. Je veux conclure en disant la chose suivante. Vos politiques disent souvent actuellement, nous avons besoin de la France. Ok, on sait pourquoi. Lesquels? On a besoin. Non, je pense de politique chez vous en disant on a besoin de la France. Moi, qu'est-ce que je comprends? Je comprends on a besoin d'un regard, on a besoin de soutien, on a besoin d'investissement, on a besoin de know-how sur certaines choses. On aurait besoin, par exemple, que PSA, au lieu de repartir au Maroc faire son usine, ils choisissent de la garder en Tunisie. On aurait besoin de faire une centrale solaire en Tunisie plutôt qu'elle soit faite à Ouarzazate. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc on a besoin de sensibiliser par de multiples canaux pour avoir un effet de levier et amener du travail sur place. Bon. Et moi, je dis en tant que professionnel, français du tourisme, nous avons besoin de la Tunisie. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'on n'est pas des chiens. Si on a gagné de l'argent pendant 30 ans avec le pays, il y a un moment dans la vie où il faut savoir redonner un peu. C'est pas personnel. C'est largement partagé. Largement partagé. Ne demandez pas aux jeunes, ils n'ont pas fait l'histoire. Mais demandez aux gens de mon âge, on sait de quoi on parle. 2. On a besoin de la Tunisie aussi très égoïstement. Parce que c'est le premier prix de la Méditerranée. Et que ça va le rester encore longtemps. Donc quand on parle tourisme, quand on parle pouvoir d'achat, on sait que c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est pas un bateau. C'est un pays, il est amarré à l'Afrique, mais il ne va pas bouger. La Tunisie ne va pas changer de climat, malgré le réchauffement. On va pas avoir des icebergs venir près de là. Donc il y aura toujours la proximité, le climat, le peuple. Et là, j'ai un petit aparté. Recul significatif de la francophonie. Recul significatif de la francophonie. C'est pas grave. C'est pas grave au pays, c'est le problème du pays. Pour autant, j'ai eu la conviction que nous devons, nous Français, aborder la Tunisie différemment. Nous ne sommes plus chez nous, comme il y a quelques années. On arrivait, on posait les valises, on continuait, c'était à la maison. On aborde un pays étranger. Visuellement, là, le visuel a changé. Dans la rue, les gens, les couleurs, les comportements. Francophoniquement, on s'exprime moins, on n'arrive pas. Mais pour autant, on a aussi un devoir à faire sur nous. Alors nous avons besoin de la Tunisie, parce que nous savons que c'est un formidable pays de proximité pour nos concitoyens, pour passer des vacances au meilleur rapport qualité-prix. Et quand on aura fait tout ça, voilà, alors il sera temps de parler de l'avenir et du produit. Les 30 dernières années, la Tunisie s'est construite sur plusieurs plans quinquennaux qui a procuré 30 ans de travail au peuple tunisien dans le bâtiment, les VRD, puis après, la technique, la maintenance autour des hôtels, et puis des emplois directs de l'hôtellerie. Mais vous en avez l'agriculture, bien sûr, tout ce qui découle. Mais les 30 prochaines années, c'est pareil. C'est pareil. Vous en avez autant, à condition de faire, vous, le produit qui va correspondre. Aujourd'hui, dans le monde moderne, les gens ne sont pas obligés de consommer là. Ils vont faire... Et je reviens en conclusion, prenez-vous en main. On est là pour vous aider, dans la mesure de nos petits moyens, mais avec beaucoup de fidélité, pour qu'on puisse, qui en France, qui en Espagne et qui ailleurs. Yallah, on y va.